profiter pour présenter pendant ce temps-là Geneviève, qui est avec nous toute la journée. On est toutes les deux là, à l'antenne toutes les deux. Geneviève, un petit mot sur ton rôle. Comment ça va se passer entre nous, justement? Oui, voilà. Donc, moi, je vais être toute la journée sur le live, mais en parallèle, comme vous le savez, nous sommes diffusés sur Facebook, Twitter et très rapidement, je l'espère, sur YouTube, dès que nous aurons régler un petit problème technique. Mais surtout, ce qui est très important, cette journée, elle est pour vous et vos questions, vos commentaires sont extrêmement importants. Donc, vous nous les posez sur les fils de discussion et grâce à l'équipe qui va être toute la journée mobilisée, nous pourrons les poser à nos intervenants et comme ça, vous pourrez participer indirectement. Donc, on compte sur vous. Et dernier petit point, n'hésitez pas à partager les lives sur votre propre fil de discussion. Merci beaucoup et à tout de suite. À toi, Carlos. Bien, et on va commencer. Et j'espère que Saskia va nous joindre dans les minutes qui viennent. Il était à la porte du live. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais donc remercier bien sûr l'équipe de la Meute d'Amour, Elsa, Geneviève, Serge, qui se démène donc plus Laurence pour Jean-François Rial pour cette opération. Et j'ai le plaisir et l'honneur donc de démarrer notre session avec redessiner nos villes et nos territoires à l'ère de la pandémie du Covid. Et on va accueillir pour ces plateaux un premier Rodner, président de la région Grand Est, maire adjoint de Mulhouse, une très très grande personnalité qui se trouve au cœur de cette crise. Sa région, Mulhouse, sa ville, a été profondément touchée et ça a été donc l'un des épicentres et encore de cette pandémie. Et je vais saluer également les autres invités. Donc Saskia, celle qui va nous rejoindre en quelques instants, sociologue de réputation mondiale, qui a inventé les termes Global City parmi ses divers travaux. Carmen Santana est urbaniste née au Chili, française et qui vit à Barcelone. Et Pascal Derme, qui est également avec nous, journaliste, auteur, très engagé pour la nature et l'écologie. Donc, je vais commencer par Jean Rodner. Bonjour Jean, c'est un honneur d'être avec vous. Merci de ta présence sur le plateau et ce matin. Jean, j'avais donc trois questions à te poser par rapport à cette crise. Et la première, on parle donc de la densité des métropoles qui se trouvent donc mises en question par rapport à la propagation virale, donc exponentielle que nous avons vécue. Et que ce soit en Italie ou que ce soit dans la région Grand Est, les foyers initiaux de la pandémie du Covid, et ce sont, dans le cas de l'Italie, des toutes petites villes, hein, Bergamo qui a été la première, et dans le cas de la France, une ville moyenne que tu connais bien, Mulhouse. Et donc, ma première question, elle concerne comment tu vois ce lien, donc en fait, entre la densité d'une part qui est mise aujourd'hui en question, le fait que le foyer démarre plutôt dans des villes moyennes, voire des petites villes, et donc la question territoriale, et ce que j'appelle moi l'intensité sociale comme facteur de propagation virale. Comment tu as vécu ça? Et ton témoignage nous est précieux pour toutes et tous qui suivons donc cette pandémie et ce qui s'ensuit. Merci Carlos et bonjour à toutes et tous. J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous ce matin. Déjà pour vous dire que hier soir, j'ai pris des crayons de couleur. J'ai pris des crayons de couleur et j'ai changé la carte de la France parce que l'opposition entre le rouge et les verts commence à un peu stigmatisante et comme on dit chez les jeunes, à me gonfler. Et en fait, elle devient insupportable pour les gens que je croise parce que cette couleur rouge qui est un peu la couleur de la damnation de l'enfer, elle ne leur correspond pas, elle ne correspond pas à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, même si je ne suis pas à Marseille, mais si je ne suis pas à Barcelone, ben, il fait un temps absolument
magnifique, superbe. J'ai pris petit déjeuner sur ma terrasse, tout va bien, les oiseaux chantent, le temps est magnifique, c'est exceptionnel. C'est un commun, j'entendais parler des communs tout à l'heure, c'est un commun que nous partageons avec l'ensemble des Français. Il n'y a pas une zone verte et une zone rouge, il n'y a pas de zone de démarcation. On est la même équipe par rapport à cette épidémie. On a vécu, c'est vrai, des choses différentes. J'y reviendrai par rapport à ta question, Carlos. Mais aujourd'hui, dans la transformation à la fois sanitaire, sociale, sociétale et économique qui est en cours de réalisation, qu'il va falloir réaliser, eh bien, je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. Voilà, donc j'ai tout repeint en vert, avec des zones un peu plus sombres et des zones un peu plus claires. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux quand j'ai représenté cette nouvelle carte en disant « Ah, ben nous, ça nous va mieux ». Ça montre que cet accompagnement est extrêmement important et que la pédagogie aussi de l'explication, elle doit être encore permanente, concrète et expliquée et réexpliquée. C'est important. C'est important parce que tu l'as dit, nous avons connu, c'est vrai, nous sommes l'épicentre de l'épidémie française. Nous avions tous les yeux braqués et tournés vers l'Italie. On regardait un peu cette propagation italienne, comment est-ce qu'elle s'opérait. Et finalement, chez nous, en 48 heures, eh bien, on s'est pris un rouleau compresseur viral en plein dans la face, dans les suites d'une. C'est vrai, c'est le hasard d'un rassemblement évangélique qui a concentré une charge virale extrêmement forte, qui l'a propagé à l'échelle du département, à l'échelle de l'Alsace, à l'échelle de l'Est de la région, et qui ensuite est allé porter quelques foyers, quelques clusters en France, en Guyane, dans d'autres pays. Mais la concentration virale, la concentration de propagation, c'est vraiment réalisé, comme tu le dis, chez nous à l'échelle du département, qui est un département assez dense. Hein. On est à l'échelle de la France par rapport à d'autres. Moi, dans ma région, j'ai des zones à 4 habitants au kilomètre carré. Et ici, on est à 220, 250 habitants au kilomètre carré. Et donc, sur ces zones-là, Mulhouse a commencé, Colmar, qui est la ville située juste, une ville moyenne située juste au nord de Mulhouse. Et ensuite, eh bien, on a vu, Strasbourg avait un décalage par rapport à nous de 4 à 6 jours, mais a été relativement épargné avec une épidémie qui s'est concentrée là aussi sur une zone extrêmement dense qui est la Moselle. Metz, les territoires très denses autour de la frontière luxembourgeoise, au nord de Metz. Et paradoxalement, Nancy a été relativement épargnée et on retrouve aussi des cas du côté de Reims. Et dans tout le reste de la région, c'est une région qui fait aujourd'hui 5,5 millions d'habitants, c'est vrai qu'on a une densité nettement moindre, même si la mortalité ramenée au nombre d'habitants dans certains départements ruraux est assez forte. Mais aujourd'hui, le Haut-Rhin, mon département, une mortalité importante. Dans ma ville, c'est 152% d'augmentation de la mortalité entre le mois de mars de l'année dernière et celui de cette année. Ce qui fait que là aussi, il faut rompre avec la psychologie du malheur, du deuil qui est porté par les uns et par les autres. Et il faut aller aujourd'hui porter un message d'espoir, de morale, d'espérance, parfois éthique aussi, parce que certains se demandent pourquoi on est punis, nous et pas les autres. Et tout ça, c'est à la fois assez exaltant, c'est difficile, c'est contraignant, c'est permanent. On est dans une épidémie. Merci Jean. Et une deuxième question avant de donner la parole à Saskia Sassen. Et, la solidarité transfrontalière a été un élément majeur pour diminuer notamment la tension concernant les lits et les infrastructures hospitalières. Et à l'heure où on parle donc de la quarantaine pour ceux qui rentrent en France, la fermeture des frontières, voilà. Comment tu peux nous transmettre ton vécu? C'est aujourd'hui également la journée de l'Europe, c'est pas une journée anodine. Et donc, quel est ton point de vue par rapport à cette particularité du Grand Est, donc, qui a 4 frontières dans ces moments où on oscille entre fermeture des frontières, quarantaine pour les uns et les autres qui viennent en France, et la nécessaire solidarité transfrontalière qui a permis quand même de dépasser les caps d'éviter la saturation de services d'REA.
Si tu permets, il y a pour moi 4 solidarités absolument exceptionnelles qui sont mises en place. Une solidarité de proximité, c'est-à-dire que les citoyens se sont vraiment impliqués dans cette crise en venant apporter leur soutien aux moins soignants, aux plus faibles. Il y a des solidarités magnifiques qui sont mises en place. Naturellement, la fabrication des masques, mais autour des circuits courts. Enfin, il y a des choses qui se réinventent en ce moment qui sont fantastiques. Des solidarités de proximité qu'on n'imaginait pas encore il y a quelques mois et qui se développent ici à partir de ce que nous avons vécu. Ça, c'est la première solidarité. Deuxième solidarité qui pour moi est importante, c'est à l'échelle de ces nouvelles régions créées en France, il y a une vraie solidarité, par exemple, interhospitalière entre les centres hospitaliers de l'Est de la France et ceux de l'Ouest, avec des, norias d'hélicoptères qui, pendant de nombreux jours, survolaient ma ville pour transférer les patients vers Reims, vers Charleville, vers Nancy, vers Saint-Dizier, vers Troyes. Tout cela, ça a été exceptionnel. Une solidarité nationale, puisque nous avons, grâce aux trains, grâce aux avions, transféré aussi bon nombre de patients vers le sud-ouest, vers le sud, vers l'ouest de la France. Ça a sauvé des vies, c'est-à-dire que il n'y avait pas de choix à faire entre j'ai un lit, je réanime, je n'ai pas de lit, je ne réanime pas. Il n'y a pas eu de perte de chance grâce à cette solidarité nationale qui a joué. C'est la troisième solidarité. Quatrième solidarité, tu as dit, c'est une solidarité européenne qui a mal débuté. Qui a mal débuté, pourquoi? Parce que le Robert Koch Institut, qui est l'équivalent de notre Institut Pasteur en Allemagne, nous a déclaré c'est un peu zone à hyper risque au cœur de l'Europe, sans prévenir personne. Ce qui fait qu'il y a eu un réflexe allemand extrêmement fort, fédéral, qui a fermé les frontières pratiquement du jour au lendemain. Et il a fallu reprendre des contacts l'Inde par l'Inde pour avoir une forme d'uniformisation au moins régionale et de réponse conjointe qu'on a eu en quelques heures quand j'ai appelé mes homologues allemands et qui nous a permis de mettre une cellule de crise qui se réunit d'ailleurs toujours, qui s'est élargie même dans ses compétences. Et c'est certains de mes collaborateurs qui tous les jours collaborent avec les autorités, leurs homologues allemands, pour, à l'échelle de notre bassin de vie, sortir de ce confinement de manière commune et gérer le post-Covid ensemble. C'est ça le principe. C'est pas aussi simple que ça. Parce que mine de rien, les frontières sont fermées encore à certains endroits. C'est-à-dire que du jour au lendemain, alors que la boulangerie était au bout de la rue, mais en Allemagne, eh bien, les Français ne pouvaient plus y accéder parce que c'était barré. Qu'aujourd'hui, on doit faire 50 km de plus parce que certains postes frontières sont fermés. Qu'on interdisait aux Français, quand ils étaient frontaliers, au sortir de leur travail en Allemagne, d'aller faire leurs courses dans le même pays. Ils devaient automatiquement revenir chez eux. Donc, il y a eu des mots de part et d'autre qui rappelaient des populismes qu'on souhaite vraiment oublier. Et donc là, la bonne connaissance des acteurs politiques, des acteurs sanitaires, la capacité de se dire les choses, l'action aussi concertée entre le régional et le national et le national, entre Berlin et Paris, a permis finalement de débloquer. On voit des frontières qui aujourd'hui deviennent de nouveau perméables, tant mieux. Mais surtout, et là, de la part de nos amis suisses, autrichiens, allemands et luxembourgeois, un véritable élan de solidarité puisque c'est près de, je crois, 250 patients qui ont pu être transférés en plus des patients français vers ces autres pays. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'Allemagne ayant fait un geste supplémentaire en prenant en charge financièrement toutes ces réanimations extrêmement lourdes de patients. Mais cette solidarité sanitaire européenne, et on a posé des patients à Hambourg, à Berlin, c'est pas que juste à côté de chez nous. Je crois que là aussi, ça a été des vies sauvées et on peut vraiment remercier cet esprit européen en restant vigilant et en essayant de rétablir le plus rapidement possible la normalité aujourd'hui de Schengen. Merci beaucoup, Jean. C'est un plaisir d'écouter. Et bravo, tu connais mon admiration, le respect que j'ai pour tout ce que tu fais. Et grâce à des hommes
politiques dans tous les sens nobles du terme qui sont sur le terrain, que cette crise, tu l'affrontes avec tes équipes à un grand test, avec dévouement et je pense que la France peut te remercier pour tout ce que tu fais pour les habitants, la région, mais également notre pays. Je vais demander à Saskia Sassen, qui nous a rejoint, donc, de réagir. Et Saskia Sassen, donc, elle est mondialement connue, sociologue, elle est actuellement à Londres, donc on a juste une heure de décalage horaire. D'habitude, elle en a 6 ou 7, puisqu'elle est à New York, à Columbia University. Et donc, Saskia, merci infiniment pour ta présence. On va parler en langue française et par rapport à cette matinée, on a donc quelques minutes pour pouvoir échanger avec toi. Et tu vis à New York, tu t'es manifesté à plusieurs reprises donc sur la crise qui est vécue à New York, qui est l'épicentre donc de la crise pandémique aux États-Unis. Et c'est toi qui as proposé au niveau mondial en 92 ce terme Global City, traduit en français par ville-monde. Comment tu vois cette ville-monde à l'heure de la pandémie et toute cette mortalité qui s'est produite à New York dans certains secteurs de la population qui sont affectés? Non, c'est en effet un moment très dramatique, on pourrait dire. Est-ce que tu me sens bien? Parfaitement. Ah, Tu très peux bien. parler tranquillement. Oui. Alors, moi, je suis maintenant à Londres, pas à New York. Oui, absolument. Et Londres, c'est beaucoup mieux, je crois, que New York. Non, mais Exact. si on pense à ces deux villes grandes, Londres et New York, il y a un élément tragique dans le sens du vieux grec, la culture grecque. Tragique ne veut pas dire simplement une chose négative. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui est une espèce de unsettlement, qui déstabilise comment nous avons pensé la chose, disons, n'est-ce pas? Alors, le coronavirus, non, le coronavirus, c'est vraiment un acteur formidable, invisible. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais sa présence est vraiment dramatique. Alors, je trouve ça c'est une espèce d'invitation à nous, les humains, de générer une nouvelle explication, explanation, de ce qui se passe, de comme nous, les humains, sont inserted dans un champ opérationnel beaucoup plus grand que celui de notre vie quotidienne. Alors, pour moi, il y a toute une espèce de drame à lire. Peut-être c'est que je vois pas suffisamment tu sais, de films qui sont très comme ça. Je ne vais jamais regarder de films. Alors, pour moi, c'est très, très dramatique ce qui se passe. Mais dramatique, non dans le sens que ça me fait du peur, mais que ça me révèle quelque chose. C'est comme une espèce de manifestation pour laquelle nous ne sommes pas ready. We're not ready for this. Prêt, yeah. Pour lesquels nous ne sommes pas prêts. Oui. Tu veux que je continue à parler ou tu me fais Oui, bien sûr. Sur New York, Saskia, donc comment tu vois cette lien entre la question que je posais à Jean Robert, entre la densité de la grande ville et la surmortalité que l'on observe donc dans New York? Oui. Alors, c'est vrai que les grandes villes, il faut produire une espèce de nouvel élément dans l'explication de ce que ça veut dire, le grande ville. Parce que je crois que notre grande ville sont devenues trop grandes, disons. Alors, on perd un peu le sens de l'urbanisme. Vous, à Paris, vous avez une situation assez bien, je trouve. Mais disons, New York City est énorme. Il y a des éléments là qu'on ne voit jamais. Alors, je trouve que la grande ville, aujourd'hui, c'est une espèce de manifesto
qui c'est une espèce d'alarme, d'alerte. Hein? Ça me mise en alerte. Il y a quelque chose à raconter, à découvrir, à identifier, qu'on n'a pas maintenant les instrumentalités. Alors le virus, hein, le coronavirus, c'est une espèce d'alerte, une alerte à quelque chose pour laquelle nous n'avons pas un nom encore. Et moi, je suis comme ça, j'aime beaucoup imaginer de situations. Alors, je me demande quel est le nom pour ce virus. Et ce n'est pas le virus per se, c'est la condition que ce virus génère, qui nous sommes dans la maison, dans l'intériorité de nos maisons. On n'est pas sur la rue. Les rues sont vides. Ici à Londres, aussi à New York. Alors, c'est quand même spécial et je crois l'intellectualité doivent entrer dans l'explication. On ne peut pas le simplement réduire au fait du virus. Il y a quelque chose d'autre aussi in play, non? Est-ce que tu penses qu'avec cette crise, tu le vois à Londres où tu es aujourd'hui, ou tu l'as vu aussi à New York, quand on voit ces images des villes, des grandes métropoles mondiales totalement vides, avec des grandes avenues minérales qui sont donc absentes de tout usage du monde. Est-ce que tu penses qu'il y a cette possibilité d'échanger la relation de l'habitant avec l'espace public, avec les infrastructures? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un déclic ou que c'est un passage, un pic, que la ville-monde, pour reprendre ta belle expression, reprendra ses droits? Oui, la ville-monde retourne, c'est pas, mais quand même, il y a un moment vraiment dramatique. J'espère qu'il y aura quelques films, qu'il y aura d'écrivains qui savent comment raconter une histoire. Et je crois que quand même, on ne se va pas oublier tout de suite. On va s'oublier éventuellement, disons, n'est-ce pas? Et la vie continue d'une manière normale, comme ça. Mais quand même, maintenant, c'est un moment vraiment pour y penser. Et je m'imagine qu'il y aura des artistes qui fondront des films, etc. Et la grande question, c'est vraiment qu'est-ce que ça nous raconte sur notre condition dans cette systématicité transversale, disons, n'est-ce pas, que ce virus est partout. Nous ne sommes pas partout, mais ce virus, oui. Alors, c'est quand même, c'est quand même une image que je ne veux pas perdre, tu sais. Et ce n'est pas la peur, c'est plutôt un indicateur. Hein? C'est pas, ça nous raconte quelque chose. Je crois que nous n'avons pas le nom pour ce que ça nous raconte, mais quand même, nous irons y arriver. We will get there. Hein? Find the name. On ne peut pas le simplement réduire au virus. Il y a quelque chose d'autre aussi in play, hein, que joue dans cette situation. Alors, il y a aussi de situations très négatives ici, n'est-ce pas? Les gens qui sont morts, je ne veux pas oublier ça. Mais quand même, il y a quelque chose d'autre que je crois qu'avoir dans la manière dans laquelle nous, les humains, avons fait l'interaction avec, animal life, just life, avec vie. Il y a beaucoup plus vie que simplement nous. Il y a donc d'autres choses, n'est-ce pas? Bien sûr. Et Saskia, juste une dernière question à quelques minutes. Après, Pascal Derme donc, nous parlera de la nature. Est-ce que les espaces publics auxquels on tient beaucoup, on en discute souvent tous les deux comme lieu de brassage, comme lieu de démocratie, comme lieu de mixité sociale, est-ce que, avec cette crise, on se retrouve confronté au fait que les espaces publics perdent dans leur qualité de brassage et de mixité par la peur que tu as évoquée tout à l'heure du coronavirus?
Ben, je crois oui et non, parce que je crois qu'il y a aussi la possibilité, une fois que ce virus disappears, hein, qu'on Disparaissent. va trouver l'espace public, l'espace, disons comme ça, petit espace ou grand espace, plus important, plus intéressant, une manière de se connecter. Ce que nous devons faire, ce n'est pas nous connecter au virus, mais nous connecter à tous les humains, tu sais. Maintenant, le virus, ça existe. Alors, je crois que ça, c'est vraiment une opportunité. On le voit déjà, une espèce de solidarité, tu sais, petit élément de solidarité. Ça, pour moi, c'est une victoire. Parce que la solidarité, une fonction tellement importante, c'est un peu perdu hein, dans notre contemporanéité. On ne comprend pas très bien qu'est-ce que c'est la solidarité. Alors ça, le virus nous invite à repenser l'importance de la solidarité entre nous. Excellent, Saskia. Je pense que c'est une dernière phrase qu'on va retenir, l'importance de la solidarité dans cette nouvelle phase. Et je vais donner la parole à Pascal Derme, qui est également avec nous sur le plateau. Bonjour Pascal. Et ravi de t'accueillir donc sur ce plateau notre terre on l'aime pour cette journée de l'Europe. Et on avait un petit film à passer, mais finalement la régie m'a dit que on l'aura plutôt sur notre site. C'est bien ça? Donc Pascal, tu fais un travail remarquable de journaliste, également d'auteur, et de reconnexion à la nature et la nature comme une nouvelle manière de vivre et c'est pertinent. Donc, dans la prolongation de nos discussions, on a commencé avec Mulhouse, Jean Rodner, donc aux villes moyennes, les départements, les Grands Est. Saskia, on a parlé des grandes métropoles, de ces villes qui ont trop grandi, donc voilà, la ville-monde, et qui reprendra quand même ses droits. Et donc, on voulait écouter justement dans cette première table ronde une voix de quelqu'un qui est, donc, travaille sur la reconnexion de l'homme avec la nature. Pourquoi la nature nous soigne? Pourquoi la nature nous rend plus heureux? Est-ce que ce monde urbain aujourd'hui, déconnecté de la nature, on peut se reconnecter à la nature? Et ce que disait Saskia, l'humanité et l'humain que nous sommes tous peut se reconnecter entre l'homme et pas avec les virus. Et cette solidarité que Saskia a évoquée, est-ce qu'on peut la construire ou pas au travers de la nature? Quel est le rôle de la nature? Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir après Saskia parce que je crois que nous avons réalisé à la fois l'interdépendance et la réciprocité que nous pouvons avoir avec ce monde vivant, nous humains. Moi, j'ai fait un tour du monde pendant 2 ans à la recherche des personnes qui avaient étudié ce rapport à la nature et aux espaces naturels, plutôt dans les villes. Hein, c'est surtout là où les gens vivent. C'est des chercheurs que j'ai été voir à Stanford, en Suède, au Japon. Et puis, on a aujourd'hui 400 études qui nous montrent des corrélations. Il y a aussi des études épidémiologiques sur des cohortes de dizaines de milliers de personnes. Je pense à l'étude aux Pays-Bas ou à l'étude en Angleterre, qui montrent que la proximité en fait des espaces verts dans les villes réduit les maladies cardiovasculaires, les maladies coronariennes, le diabète de type 2, l'obésité, la dépression, l'anxiété. Donc c'est des maladies de civilisation. Et plutôt que d'opposer ville et campagne, moi, si je dessine tout ça, je ne suis pas architecte, mais ça fait 25 ans que je traite de ces questions d'écologie. Et en fait, c'est les modes de vie qui sont incriminés. Et ces modes de vie, ces maladies de civilisation, diabésité, encore une fois, dépression, maladie cardiovasculaire, ça nous tue. C'est devenu la première cause de mortalité dans le monde. Et en fait, elles sont liées au mode de vie. Le fait de réintégrer la proximité de la nature dans ces réflexions d'urbanisme, d'architecture, ce que vous faites déjà, mais de le faire avec les professionnels blancs et verts. C'est l'appel que je lance, que les professionnels blancs de santé, de soins, de médecins travaillent dans les care houses, partout, travaillent avec les urbanistes, les espaces, les personnes qui s'occupent des espaces verts, les jardiniers. Si on pouvait avoir cette alliance-là pour traiter cette question de la planetary health, c'est-à-dire ou de la One Health,
c'est-à-dire cette santé globale qu'on est en train de mesurer pour le meilleur et pour le pire, ça serait quelque chose, je pense, qui pourrait nous faire avancer. Alors, on a vu, alors ces bénéfices de la nature sur la santé humaine, ils sont avérés aujourd'hui, mais je crois qu'ils ne sont pas suffisamment entendus, à la fois dans le milieu des médecins et dans les milieux, même peut-être aussi des naturalistes et des personnes qui se parlent peu encore, les blancs et les verts. Et je repense à un cardiologue qui est le petit-neveu d'Hubert Reeves, qui me disait, mais Pascal, il faut peut-être créer des concepts de villes cardioprotectrices. Parce que lui, en tant que cardiologue, il m'a dit, Pascal, planter parfois des arbres, c'est plus efficace pour moi que planter des stems. Parce qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les maladies cardiovasculaires de respiration et l'immunité. Et voilà, aujourd'hui, la nature, les espaces verts, je pense, pour résumer, que c'est notre assurance vie aussi, ce lien avec la nature. C'est une assurance vie pour l'immunité. Ce virus est loin d'être parti, il va circuler. Et on a ce rapport avec la nature à la fois psychologique, de restauration mentale, de lutte contre les dépressions. Hein, les troubles anxieux ont augmenté de 20% dans les villes, dans les grandes villes. C'est l'étude de neurologique de Andrea Mayer-Lindenberg qui a montré que les villes au-dessus de 100 000 habitants, les troubles anxieux et dépression augmentaient de 30%. Les villes en dessous de 10 000, il y avait un petit montant d'augmentation de dépression, mais moins que les autres. Et les milieux ruraux, il y avait très peu d'augmentation de dépression, anxiété. Et ça nous tue, cette peur, cette anxiété. Ça nous tue aussi, ça fait beaucoup de... Voilà, donc en résumé, je pense que cette nature et cette proximité avec la nature, sur beaucoup de paramètres de santé, elle est une clé pour l'immunité. Et moi, j'aimerais que les urbanistes et les médecins travaillent davantage ensemble sur ces questions de planetary health. Et Pascal, par rapport à cette notion de ville qui est protectrice de la santé, par rapport à cette ville qui protège des maladies cardiovasculaires, des diabètes, comment aujourd'hui réagencer une nature dans la ville qui soit capable de porter en lui-même une autre manière de vivre. Les gens vont vouloir, par exemple, c'est dire que la voiture va les protéger d'un virus, quand en fait, c'est plutôt le contraire. Il faudra aller vers plus de nature, vers plus de mobilité douce, vers plus de vélos. Et est-ce qu'il y a une pédagogie particulière à faire auprès de l'urbain pour qu'il accepte la nature? Est-ce que les gouvernances locales, est-ce que les maires ont un rôle majeur, mais encore faut-il qu'ils soient convaincus que c'est aujourd'hui à la nature de reprendre ses droits. Comment tu le vois dans tous ces travaux des terrains que tu as pu faire? Oui, je vais faire une synthèse parce que moi, je ne suis pas urbaniste, mais je pense que plutôt que de parler de nature, il faut parler de santé. Et je pense que cette question de la santé, elle peut redessiner les lignes de l'écologie. Si on a une écologie de la santé dans les villes, on peut peut-être bouger certains stéréotypes ou aller au-dessus de certains clichés et combats politiques. Et à mon avis, cette écologie de la santé, il faut mettre le paquet sur le mode de vie. Parce que ces maladies de civilisation dont je parlais tout à l'heure, elles sont liées à quoi? On le sait tous, malbouffe, sédentarité, pollution de l'air, donc, et mobilité pas dure, pas douce justement. Donc, c'est ce que font certaines villes. Hein. Paris l'a annoncé, d'autres villes l'ont annoncé aussi. Redonner de la place à la mobilité douce, des vélos. Moi, j'étais prise à la gorge en revenant à Paris dans la rue. L'autre jour, j'avais oublié l'odeur de la pollution, ça m'a prise à la gorge, j'ai plus pu. Donc, redonner de la place au vélo, redonner la place à la qualité de vie. C'est pas mineur, ça vient pas après la qualité de vie, la santé. C'est quelque chose qui doit redevenir au cœur de nos villes. Et ça, les architectes, les urbanistes. Donc, corridor pour rendre accessible cette nature extérieure aux villes à tous. Je voudrais vous citer une étude de Robert Mitchell de l'Université de Glasgow, que Saskia connaît peut-être ou que vous connaissez. C'est une étude qui a montré que la proximité des espaces verts
fait réduire les maladies cardiovasculaires, le diabète, mais encore davantage chez les populations défavorisées. Donc c'est une question de justice sociale aussi que de rendre accessibles ces espaces verts, et je pense à aujourd'hui encore plus que n'importe quel moment, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un jardin ou une maison secondaire. Il y a beaucoup de gens qui sont restés dans des toutes petites surfaces. Il faut réouvrir ces jardins d'urgence. C'est une question de justice écologique avec les gestes barrières évidemment. Et cette étude de Glasgow, elle a montré qu'en fait, ça profitait encore plus aux populations défavorisées. Je crois donc qu'il faut faire des corridors pour rendre cette nature périurbaine ou urbaine accessible, évidemment donner la place à la mobilité douce, se débarrasser de ce surpoids, de ce surplus de pollution, peut-être faire davantage de capteurs, enfin tout ce qui est santé environnement, il faut vraiment lui donner le paquet, ça ne marche pas. Les plans santé environnement, les médecins environnement me disent que ça ne marche pas. Former peut-être les médecins à ces questions de santé, diffuser ces informations et ces études comme j'essaie de le faire avec mes livres et mes films, mais diffuser ces informations sur les bénéfices de la santé aux urbanistes, aux maires, à toutes ces personnes qui faisaient ces connaissances, et puis faire se donner la main, faire des réseaux entre les blancs et les verts. Merci beaucoup, Pascal. Et la transition est toute trouvée avec notre dernière intervenante de cette séquence, Carmen Santana, qui est là. Merci beaucoup, Carmen, d'être avec nous. Née au Chili, française, architecte urbaniste, âme catalane, parce que tu habites à Barcelone, où tu es actuellement, en fait tout près de Barcelone, à la campagne. Ville également très, très, très touchée par le coronavirus. Et bonjour, Carmen, merci d'être avec nous. Et Pascal a évoqué un mot qui était très familier, parce que tu es assez pionnière dans tes travaux d'architecte et urbaniste. Elle parlait des corridors, elle parlait des reconnecter donc avec la nature. Elle disait je suis pas urbaniste, mais on a bien écouté donc cette approche donc de l'importance de faire reconnecter l'homme avec la nature. Et j'ai assisté il y a pas longtemps avec toi à l'inauguration donc d'un lot urbanistique en banlieue parisienne. Mon souvenir, c'était à Vitry-sur-Seine, où justement il y avait cette notion des corridors, des densités raisonnées et de acupuncture urbaine avec la nature, où tu mettais en place donc des logements sociaux et qui étaient tous connectés à la nature en prolongeant un parc sur une zone urbaine qui était dense, mais avec une densité dont sa qualité urbanistique était avant tout liée à la connexion avec la nature et la connexion avec l'art. Et voilà, donc comment tu vois aujourd'hui ces travaux à l'aune de ce qui se passe quand on est en crise donc pandémique et surtout le futur possible? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'abord à la Meute d'Amour d'organiser ce collectif qui organise. J'ai beaucoup aimé un des mots que vous avez dans votre présentation, c'est se battre pour la dignité humaine. Et effectivement, il serait temps qu'on se batte tous pour la dignité humaine. Alors, ce qui est marrant, parce que cette crise, je fais un petit saut avant, Carlos, avant de répondre, parce que je suis quand même assez indignée, tu vois, assez meurtrie de tout ce qui se passe depuis pratiquement 2 mois. Surtout, d'autant plus, comment la gouvernance générale, tu vois, du monde a été menée. Comment, et tout à l'heure Jean le disait, cette solidarité de proximité s'est mise tout de suite en place, c'est-à-dire que l'intelligence collective, nous les humains, les citoyennes et les citoyens, fonctionnons tout de suite. On n'a pas ce temps de retard, tu vois, de réaction de nos institutions, que ce soit l'Europe, que ce soit l'OMS, etc., qu'on voit bien qui court derrière en fait cette préoccupation imminente, enfin, de ce virus qui est apparu là. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est la capacité d'oubli qu'on a les humains. C'est vrai que cette capacité d'oubli, c'est celle qui nous fait nous aimer une fois et encore une fois et nous lancer dans la piscine vide, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'on recueille quand même les expériences et les annotations. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on parle du chauffement climatique, du changement climatique. Ça fait des années qu'on parle de nos villes polluées, de cette relation avec la nature dont parle Pascal. Ça fait des années qu'on parle que dans ce siècle XXI, le problème des réfugiés.
et on regarde tous ailleurs, Carlos. On est quand même quelques-uns à peu près comme ça, par-ci, par-là, mais finalement, et les grands lobbying, les grandes finances, parce qu'une fois pour toutes, il faut quand même parler de ça, les grandes finances et tous les actionnaires, à un moment donné, regardent systématiquement, et moi je pense qu'il y a un moment donné des tics personnels de ces grands lobbying, tu vois, de tous ces gens-là de Davos, qui sortent dans les bouquins de Forbes, etc., et qu'à un moment donné, qu'on regarde une fois pour toutes d'une manière solidaire, l'équation économique, elle peut se faire. Elle peut simplement se faire si, entre tous, on se pose des questions pertinentes, on essaie de travailler et de collaborer ensemble, comme cet exemple que donne Pascal. C'est-à-dire qu'effectivement, on devrait, et on travaille, certains urbanistes, on est déjà en train de travailler avec le corpus médical, justement pour asseoir une architecture régénérative, je m'exalte. Mais surtout, je pense que ce qui est important aussi, et par revenir donc à l'espace public, c'est toujours la même chose, hein, c'est la question des lobbying. Quand tu parles de l'espace public, et on est tous d'accord qu'aujourd'hui, l'espace public, un lien étroit avec l'espace privé partagé, je reviendrai après, ce sont des mécanismes qui peuvent nous permettre d'aborder d'une manière solidaire et co-construite ce type de crise. Et là, c'est juste une crise, je dis juste, une crise qui ne tue que nos majeurs. Imaginez si cette même crise avait tué aussi nos enfants. Vous imaginez le bordel? Et en plus, imagine-toi qu'on avait eu plus d'électricité pendant une semaine. On est tellement démunis, on s'est tellement senti supérieur à la nature sans jamais vraiment nous inspirer d'elle. Alors c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, cette économie complètement déprédatrice et ce capitalisme sauvage qui laisse des millions de gens sur la route pour des profits qui sont mis dans des fonds d'évasion de fonds fiscaux, ça va quoi. Et je pense qu'il est important, de revenir à une économie qui soit une économie symbiotique, une économie où les écosystèmes travaillent ensemble. Et ce qui est intéressant dans les projets qu'on fait, alors avec toute l'humilité du monde, parce qu'évidemment, on prétend juste ouvrir des portes, tu vois, pour aider à travailler autrement, ce sont des projets qui rentrent dans les épures financières, où chacun y retrouve son compte. Tu vois, c'est pas une question, la question, c'est comment on se pose la question permanente depuis le début. Et ensemble, dans des, alors, pour revenir à ce que vous disiez, sur des écosystèmes ouverts de pensée. L'espace public, par exemple, je reviens à lui, oui, c'est très important, sauf qu'aujourd'hui, quand tu vois comment ça se passe, et moi je vois bien qu'un jour on a une table ronde là-dessus, parce qu'on parle souvent avec nos aménageurs, avec les autres urbanistes, tu vois, même avec les populations, on les retrouve tous autour des tables rondes sur la Smart City, mais finalement, c'est des mecs qui ne descendent pas vraiment sur l'espace public. Et ils s'en foutent que leurs coffrets soient placés de partout, qu'on ait des niveaux, parce que chacun, c'est la bagarre, ils ne voient que leur profit. Enfin, c'est juste une jungle inadmissible. Alors, moi, je pense que la solution passe effectivement par les citoyens, par ces communs, par la co-création et l'intelligence collective pour aller asseoir des corridors écologiques, de l'espace public qui soit réellement planté. Mais en même temps, et encore une fois, pour avoir de l'air pur, c'est pas suffisant, tu vois, la question de la mobilité et de planter des arbres. Ce qu'on doit aussi c'est réfléchir d'une manière beaucoup plus systémique. Les typologies même, tu vois, la trame des typologies. Bon, après, aujourd'hui, il y a toute une remise en question de qu'est-ce qu'est travailler et le lieu de bureau, mais ça, c'est autre chose. Mais en même temps, aujourd'hui, si on ne travaille pas sur les mono-orientations de toutes les résidences qui se produisent dans le monde, si on ne travaille pas en même temps sur les trames des bureaux, sur l'épaisseur de leurs bureaux, on va avoir systématiquement tout le temps des machines, tu vois, qui extraient l'air, qui polluent, qui réchauffent la planète. Et c'est une boucle sans fin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un regard holistique. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler avec beaucoup un écosystème très ouvert, en fait. Carmen, en une minute, parce que malheureusement le temps est court, tu as inventé en tant qu'architecte urbaniste quelque chose, quand je t'ai rencontré, je ne compte même plus les années, m'a beaucoup frappé, j'avais trouvé ça intéressant. Tu as inventé un urbanisme que tu as appelé avec l'échelle 1 cœur. Et donc, ça m'avait beaucoup frappé parce que ça reflétait un état d'esprit. Et comment aujourd'hui, cet urbanisme à l'échelle 1 cœur se replace dans ces contextes donc, où on doit réinventer la grande ville, comme disait Saskia tout à l'heure, à qui je poserai la dernière question, de manière très très courte. C'est quoi cette échelle 1 cœur, Carmen? Alors d'abord, il faut que je rappelle que je ne suis pas seule, hein, évidemment, j'ai toute une équipe et 2 associés sans lesquels tout ça ne serait jamais sorti, on ne serait pas où là on est. Le vivant comme infrastructure, ça fait très longtemps qu'on dit et qu'on entend. Il faut... En fait, tu sais quoi, je raisonne comme une habitante. Moi, avant d'être urbaniste, archi et tout ce que tu voudras, prof, machin, je suis une habitante, je suis une mère de famille, je suis une travailleuse, je prends le transport en public. Et de là,
on part pour cette recherche, tu vois, de finalement les communs, l'humanité, et un nouveau humanisme dont on a besoin à cri, et que les nouvelles technologies vont pouvoir nous permettre de nous mettre en réseau et de changer la donne. Et c'est là où il faut qu'on travaille sur notre architecture régénérative avec des espaces communs, des espaces partagés et des espaces qui nous permettent de vivre les confinements, etc., sur d'autres manières. Ça, c'est la question de la dignité humaine. Il est temps, aujourd'hui, par exemple, on va avoir des millions de gens qui vont être dans la rue et qui vont pas savoir où se laver, comment faire un curriculum, comment se coudre un bouton. Et les faisons des espaces systématiquement dans tous nos bâtiments ou dans tous nos projets urbains qui accueillent ces espaces de dignité humaine pour aller aux toilettes et pour se laver. Enfin, tu vois, c'est juste, vraiment, on est à l'aube de. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Saskia, c'est l'opportunité d'aller vraiment beaucoup plus loin dans nos réflexions. Il faut prendre le temps de le faire tranquillement. Il faut pas qu'on donne maintenant des recettes. C'est pour ça, moi, j'entre très humblement en disant, nous, c'est juste, on ouvre des portes des possibles. Et la nature, effectivement, l'espace public sont des grandes opportunités pour nous réinventer. En tout cas, nous re-questionner, même pas nous réinventer. Merci beaucoup, Carmen, pour cette intervention passionnée, comme tu sais l'être, et tout à fait pertinente. Je vais finir donc cette première séquence en donnant la parole à Saskia Sassen pour conclure, pour nous quitter. Et Saskia, donc, tu as écouté les présidents Rodner, Pascal Derme avec la recueil de la nature, Carmen Santana, conterránea d'Amérique latine, además, et qui donc nous parle de cette échelle humaine. Et voilà, quel message tu nous adresses donc de Londres, mais toi qui es citoyen du monde, polyglotte, multiculturel, et au moment de nous quitter, sur comment redessiner la ville et les territoires à l'heure de la pandémie coronavirus. Ben, je crois qu'il faut être vraiment en alerte parce que nous avons détruit trop la manière dans laquelle nous avons construit les villes. Il y a des choses très bonnes, mais il y a aussi des choses très, très mauvaises, disons. Alors, je crois que l'architecture, les activismes, toute une combinaison d'acteurs qui commencent à changer la ville. Regardez Paris. Paris a passé vraiment pour des changements. Et certainement, il y a du débat, mais il y a aussi une reconnaissance qu'il y a quelque chose de très, très bon. Très bon que mon mari et moi, nous avons décidé. Richard Sennett, grande personnalité également de l'urbanisme et grand contributeur mondial aux espaces publics, avec en plus Théâtre Mondi. Alors, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Au revoir. Hein? Merci beaucoup, Saskia. Tu salues Richard Sennett également. Vous êtes deux personnalités mondiales qui travaillent sur les villes depuis si longtemps. Et nous sommes toujours très, très heureux, Saskia, de te voir. Un fuerte abrazo desde París, un abrazo a Richard. Gracias, et thank you so much for your contribution. Et hasta pronto. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Il est 11h00. Elsa Boublil. Voilà, c'est à toi de continuer. Merci à Pascal Derme, merci à Carmen Santana. J'ai déjà remercié le président Rodner qui devait partir avant. Et donc, gérons l'antenne à Elsa Boublil pour la suite de notre événement, notre terre on l'aime, de la meute d'amour. Merci, à bientôt. Carlos, merci à vous tous, Pascal Derme, Carmen Santana, Saskia Sassen et Jean Rotner. C'était passionnant, la journée continue jusqu'à 20h, on a beaucoup de choses qui nous attendent et comme je vous l'avais promis, la musique, l'art, le beau sont à l'honneur. On écoute tout de suite un poème de Jean Richepin qui est interprété par deux voisins qui, depuis le début du confinement, se mettent chacun d'un côté du jardin et interprètent des poèmes qu'ils diffusent sur Twitter. Il s'agit du batteur, ex-batteur de téléphone Richard Kolinka et de l'acteur Philippe Torreton qu'on découvre tout de suite dans ce poème de Jean Richepin, Les oiseaux de passage. Je dis bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour. Nous sommes les oiseaux migrateurs. Bonjour pour la journée internationale des oiseaux migrateurs. Voici un petit poème de Jean Richepin, Les oiseaux de passage, dans l'adaptation de Georges Brassens. Passe-moi ma pipe.
aux vies heureuses des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle. Ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit. Il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours connu sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir. C'est-à-dire que Onc, elle n'eut de souhait impossible. Elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonc, l'embarquant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits. Vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir 2. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres. Et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier. Une garantie 10 ans. Oh, les gens bienheureux. Tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol. Regardez-les passer. Eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts et bois et mer et vent, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les. Avant d'atteindre sa chimère, plus d'un, l'aile rompue et du sang plein les yeux, mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer, aussi bien que vous, mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez-les, vieux coqs, jeunes oies édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Voilà pour les oiseaux. Avec la présence non camouflée, enfin présence tout à fait réelle des oiseaux qui ont participé à cette très belle interprétation des oiseaux de passage de Jean Richepin par Philippe Torreton et Richard Kolinka, batteur de Téléphone, le groupe mythique qui avait chanté cette chanson hygiaphone tout à fait d'actualité en ces temps de déconfinement. On va tout de suite accueillir Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, est-ce que vous êtes là? Bonjour Jean-Louis Etienne.
Non, toujours pas de Jean-Louis Etienne. C'est ça, les joies du direct, c'est une journée donc organisée par la meute d'amour autour des biens communs jusqu'à 20h aujourd'hui. Beaucoup de tables rondes tout à fait passionnantes. Dans quelques instants, on va explorer nos comportements et c'est pour ça qu'on voulait avoir Jean-Louis Etienne avant, qu'il nous explique, qu'il nous raconte son témoignage de personne qui a choisi toute seule de se confiner d'une certaine manière. Il arrive, Jean-Louis Etienne, donc explorer nos comportements, puis plus tard penser le monde, ses migrations et sa gouvernance. Là, agrémenté de musique et je vois Jean-Louis Etienne qui est apparu. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, évidemment. Vous pouvez intervenir à beaucoup de titres, mais on s'est dit ensemble que ça serait intéressant que vous nous racontiez, vous qui avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986, en tirant votre traîneau pendant 60 jours par des températures extrêmes, allant jusqu'à moins 50 degrés. Vous avez témoigné un petit peu en ce moment, en ce sens par rapport au confinement, et on se disait que c'était peut-être l'occasion d'y réfléchir ensemble. Vous le voyez comme une occasion de rupture qui peut emmener vers de nouveaux territoires intéressants, je crois. Oui, bien sûr, vous vous rappelez effectivement que j'ai vécu ce que j'ai appelé le confinement polaire, c'est-à-dire que j'étais seul au pôle Nord en 1986, c'était une période où il n'y avait pas de GPS, où il n'y avait pas de téléphone, donc c'était une immersion qui est devenue très brutale quand l'avion sur ski m'a déposé au nord du Canada, sur les bords de la banquise. Il faisait moins 48. J'ai descendu de l'avion et le pilote m'a fait au revoir parce qu'il ne pouvait pas couper les moteurs, il faisait si froid, il est parti. Je me suis retrouvé au pied de quelque chose, d'un Himalaya que je n'avais pas imaginé, c'est-à-dire une rupture brutale avec ce que j'avais imaginé. J'avais construit ce projet d'aller au pôle Nord en me basant sur des choses que je connaissais, sur le monde, sur une ambition personnelle. Et tout d'un coup, je me retrouvais seul face à cette immensité. Alors là, on est coupé du monde totalement, il n'y a aucun repère. Il faut dire que le pôle Nord est au milieu de l'océan gelé. Et donc, je me suis retrouvé démuni par rapport à la brutalité de ce qui m'arrivait. Je me sentais incapable de pouvoir affronter ça. Et en fait, je me suis dit, je vais faire ce que je peux un jour après l'autre. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que petit à petit, ce que j'ai écrit dans mon journal de bord, je me suis déshabitué du monde. C'est-à-dire qu'on vit avec des repères quotidiens, notre existence est jalonnée avec des routines, on se lève le matin, on appuie sur le bouton de la radio, de la télévision, on fait le café, on part au travail, donc on n'a pas à s'interroger brutalement, sauf le week-end de temps en temps que l'on... Mais là donc j'ai dû réinventer, en fait, quoi j'ai réinventé? Vivre avec moi-même seul, sans les appuis du monde, parce que je devais aller chercher en moi mes propres forces pour avancer. Et donc ça, c'est un confinement que j'avais voulu, mais qui était devenu une épreuve. Et vous me disiez que vous avez mis 3 semaines à parvenir à trouver cette force. Oui, c'est intéressant parce que je me suis rendu compte qu'ici, c'est un peu la même chose. Il faut du temps pour se réhabituer, pour vivre avec soi. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut entrer dans la démarche. Vous voyez, si vous faites que tous les jours écouter la radio pour savoir quand est-ce qu'on va libérer, on ne progresse pas, quoi. Je dirais, à la limite, il faut couper tous les experts qui se battent pour savoir comment il faut faire et le gouvernement qui essaye de trouver des lignes de conduite par rapport à tous ces experts qui ne sont pas d'accord et des oppositions. Enfin bref, ce qui est important, c'était ce temps qui nous a été donné d'apprendre à vivre avec ce qui nous entoure, l'essentiel qui est dans la proximité de l'essentiel. J'entendais souvent des gens, et je trouvais ça merveilleux, des gens qui ont regardé pousser leurs plantes sur le balcon. C'est la magie de la vie. Rien n'est minuscule pour qui sait regarder, vous voyez, qui apprend à regarder. Et donc, au lieu de se battre contre des consignes qui n'arrivent pas bien ou qui sont mal peut-être étiquetées parce que c'est difficile, profiter de ce confinement pour vivre avec ses proches, je dirais de temps en temps, essayer de sortir le meilleur de soi-même, vous voyez, et à offrir aux autres. C'est une vraie expérience. Vous, Jean-Louis Etienne, ça vous a changé dans votre rapport au monde? Parce qu'à l'aube du déconfinement, évidemment, l'inquiétude est de savoir si on va pouvoir maintenir ce nouveau rapport au monde. Est-ce que ça a changé profondément votre être? Moi, je suis confiné dans des conditions extrêmement confortables. Je suis chez moi dans le Tarn, au milieu des bois, donc j'ai vu pousser le printemps. Donc, c'est une expérience que
que je connais. Je sais par contre, j'ai les retours que j'ai en bas dans la plaine, en bas de chez moi, c'est le village où je suis né, donc j'ai discuté avec la mairesse. Et la mairesse m'a dit, c'est passé des choses formidables dans le village. C'est un village de 800, 1000 habitants à peu près. Et elle me disait, il y a des gens qui n'existaient plus dans la commune parce qu'ils sont trop âgés, ils n'ont plus de travail et puis ne sont pas sur Internet. Et puis tout d'un coup, ils se sont mis à distribuer des repas pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Elle a réquisitionné 28 machines à coudre pour faire des masques. Et elle me dit, il y avait des personnes qui avaient disparu de l'écosystème du village, qui de nouveau se trouvent un intérêt dans la vie, revivent, etc. Donc, il est évident que ça a accéléré les phénomènes de proximité. Et donc, des gens qui ne se connaissaient pas se sont découverts. Je pense que ça, c'est le côté profitable du confinement. Merci Jean-Louis Etienne, c'est très chaleureux de votre part d'être venu participer à cette journée autour des biens communs. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis n'hésitez pas à continuer de nous regarder.